En 1916, sur un flanc de montagne près de Corte-Zubi, au Pays Basque, un groupe de garçons du coin, poursuivant un gibier dans les bois, découvrirent par hasard une ouverture dans la roche dont personne ne soupçonnait l'existence. Poussés par la curiosité, ils s'y engouffrèrent et en ressortirent sans la moindre idée de ce qu'ils avaient trouvé. Un compositeur du village, qui séjournait non loin de là, entendit parler de cette étrange ouverture et en informa les autorités régionales. L'année suivante, 3 chercheurs basques, Telesforo de Aranzadi, José Miguel de Barandiaran et Enrique Eguren, entreprirent des fouilles archéologiques officielles. Il ne s'agissait pas d'étrangers, mais de chercheurs basques qui se penchaient sur le passé de leur propre région. En s'enfonçant plus profondément, ils comprirent ce qui s'était passé. Environ 13 000 ans auparavant, une partie de la montagne surplombant l'entrée s'était effondrée, scellant complètement le passage. Ni le vent, ni l'eau, ni aucun animal, ni aucun humain n'avait franchi ce seuil depuis lors, jusqu'à ce que 3 garçons découvrent par pur hasard une brèche dans les décombres. Ce n'était pas un tombeau, construit pour être scellé intentionnellement. La montagne avait pris cette décision par accident, sous l'effet de la seule gravité et du temps, et l'avait maintenue ainsi pendant 13 000 ans. Plus profondément, au-delà de la zone où la lumière du jour pouvait pénétrer, l'équipe a découvert près de 50 figures peintes et gravées dans la chambre intérieure de la grotte. Plus de 30 bisons, ainsi que des bouquetins, des chevaux, un ours et un cerf, certaines au charbon de bois, d'autres sculptées dans la pierre. De taille modeste et d'une facture peu raffinée, elles étaient caractéristiques de la tradition magdalénienne, à l'origine de certaines des grottes ornées les plus célèbres d'Europe. Imaginez ce qu'il a fallu pour les créer. Cette chambre intérieure se situe bien au-delà de l'entrée, si profonde que pour y accéder, il fallait traverser l'obscurité la plus totale. Aucune lumière naturelle ne pénétrait aussi loin. Chaque marque a été faite à la lueur d'une flamme portée à la main, dans un espace froid et silencieux, coupé du monde. Celui ou celle qui a peint ces bisons ne travaillait pas pour un public. Il n'y avait ni cérémonie, ni applaudissements. Cette personne s'est aventurée délibérément dans l'obscurité la plus totale, portant le feu, pour laisser derrière elle une trace qu'elle n'aurait peut-être jamais imaginé voir ressurgir. Les fouilles ont également mis au jour, dans les sédiments situés sous la chambre peinte, un élément tout aussi important que les œuvres d'art elles-mêmes. Les différentes couches ont révélé que la grotte avait été occupée par 2 populations humaines distinctes, séparées par des milliers d'années. Les couches les plus anciennes témoignent de la présence de Néandertaliens. Au-dessus, et de façon incontestablement plus tardive, les indices révèlent la présence d'Homo sapiens, la même population à l'origine des peintures. Les sites archéologiques attestant la présence de ces 2 populations dans un même espace sont extrêmement rares. Santimamigne est l'un d'eux. Pour comprendre pourquoi, il faut prendre du recul. Lors du dernier maximum glaciaire, lorsque les calottes glaciaires ont recouvert une grande partie de l'Europe, la région franco-cantabrique, la bande côtière allant du nord de l'Espagne au sud-ouest de la France, est restée un refuge, l'un des refuges glaciaires les plus densément peuplés du continent. Les humains modernes ont atteint le nord de la péninsule ibérique il y a environ 42 000 ans, se propageant vers l'ouest dans ce corridor libre de glace. La présence des Néandertaliens, quant à elle, est bien documentée dans cette région, point du sud, la péninsule ibérique, durant cette même période,
plus précisément au sud de l'Èbre. Et bien que les humains modernes fussent déjà présents au nord, rien ne prouve leur apparition au sud de ce fleuve avant 6000 à 8000 ans plus tard, soit un intervalle plus long que toute la durée de l'histoire humaine écrite. Pendant des millénaires, un fleuve semble avoir fait office de frontière naturelle séparant deux peuples. Aucune des deux communautés n'a jamais pénétré sur le territoire de l'autre, du moins d'après les fouilles archéologiques. Quel instinct territorial une telle frontière peut-elle engendrer chez un peuple maintenu en place si longtemps? Nul ne peut l'affirmer avec certitude. On sait seulement que cette frontière a tenu bon pendant une période véritablement extraordinaire avant de finalement céder. Une fois cette frontière disparue, la région ne s'est pas stabilisée en une population homogène. Des vagues successives de cultures distinctes l'ont traversée. Les Moustériens et les Aurignaciens, venus d'ailleurs, suivis des Solutréens et des Asiliens, qui semblent avoir pris naissance dans cette région et s'être ensuite diffusée. La culture nomade magdalénienne, apparue il y a environ 17 000 ans, a fini par étendre son influence sur la quasi-totalité du continent. L'agriculture et l'élevage sont apparus ici relativement tard, il y a environ 8000 ans. Les plus anciens animaux domestiques découverts dans les sépultures sont, de façon touchante, des chiens de compagnie, enterrés aux côtés de leur maître. Des sites plus récents révèlent la présence de bœufs, de porcs, de moutons et de chèvres, confirmant que l'agriculture était devenue une activité réelle et durable. Ce changement s'est accompagné de l'apparition de centaines de dolmens et de mégalithes disséminés dans le paysage, dont beaucoup ont été placés délibérément au sommet des collines et sur les crêtes. Certains comme sites funéraires, d'autres comme lieux de cérémonie, d'autres encore comme bornes délimitant apparemment les territoires tribaux. Ce même changement a ramené les populations dans des grottes comme Santi-Mamigne, non plus pour peindre, mais pour inhumer leurs morts. Des vestiges néolithiques et de l'âge du bronze, des poteries, des outils et des ornements ont été découverts directement, superposés à des peintures bien plus anciennes. Il convient d'être honnête. Toutes les couches n'ont pas encore été entièrement fouillées, ni datées, et les chercheurs reconnaissent qu'il reste encore beaucoup à découvrir. Mais la tendance observée à travers les dolmens, les mégalithes et les grottes funéraires réutilisées est déjà suffisamment claire pour être significative. C'est là que l'histoire cesse de se limiter aux outils de pierre et aux peintures murales pour devenir une histoire d'identité. Celle d'un peuple qui, au fil des millénaires, a pris forme sur le même territoire. Alors que presque toutes les autres tribus et cultures d'Europe ont fini par être transformées ou absorbées par les migrations et les conquêtes, le peuple qui enterrait ses morts dans ces grottes n'a pas suivi ce schéma. Il est resté remarquablement, obstinément, inchangé. Un détail perdure plus longtemps que tous les dolmens et les peintures murales. L'euskara, la langue basque, est ce que les linguistes appellent un véritable isolat. Elle ne peut être rattachée à aucune autre famille de langues connues sur Terre. L'espagnol, le français, l'allemand, l'anglais, tous remontent, par des arbres généalogiques documentés, à des ancêtres communs. L'euskara demeure totalement à part. Aujourd'hui, environ un quart de la population basque la parle encore couramment, principalement du côté espagnol, répartis en dialectes suffisamment distincts pour que les locuteurs de différentes vallées puissent avoir de réelles difficultés à se comprendre, ce qui témoigne de la durée de l'isolement de la langue. Au cours du siècle dernier, des liens ont été établis entre l'euskara et des figures aussi diverses
que des personnages de l'Ancien Testament, les langues kartvéliennes de Géorgie ou encore la Tchétchénie. Aucune de ces théories n'a cependant jamais été étayée par des preuves solides et cohérentes. Ce qui rend cet isolement remarquable, c'est ce à quoi il a survécu. La domination romaine imposa le latin quasiment partout dans la péninsule ibérique, sans toutefois parvenir à éradiquer le basque. Les Wisigoths postèrent des gardes armés le long des frontières basques, incapables de soumettre entièrement les populations qui y vivaient. Charlemagne lança, dans les années 760, une campagne de conversion des Basques païens, des siècles après la conversion de la majeure partie de l'Europe. Campagne qui ne connut qu'un succès partiel. Les communautés frontalières continuèrent par la suite à pratiquer leurs anciennes traditions polythéistes. Des siècles de domination islamique au sud s'étendirent sur d'immenses territoires de la péninsule. Et pourtant, le basque demeura intact. Si une langue pouvait survivre intacte à travers tant d'empires, la question qui se posait naturellement était de savoir si la biologie révélait la même chose. Dès le début des années 2000, une série d'études génétiques ont entrepris d'y répondre. Une étude de 2004 a révélé que la population basque était l'une des rares en Europe dont le patrimoine génétique avait suffisamment peu évolué depuis le néolithique pour servir de point de comparaison stable pour le reste du continent. Les généticiens la considéraient déjà comme une sorte de capsule temporelle vivante. En 2013, une étude de l'ADN mitochondrial de la région franco-cantabrique a révélé qu'environ 35% des lignées maternelles remontaient directement à des populations antérieures à l'agriculture. Une continuité réelle et mesurable jusqu'aux chasseurs-cueilleurs de l'ère glaciaire qui s'y étaient réfugiés. En 2015, l'ADN ancien d'agriculteurs néolithiques découvert dans la grotte d'El Portalón à Atapuerca, un mélange d'ascendance d'agriculteurs primitifs et de gènes de chasseurs-cueilleurs locaux, s'est avéré correspondre plus étroitement aux populations basques modernes qu'à tout autre groupe en Europe, suggérant un lien plus étroit avec les premiers agriculteurs que quiconque ne l'avait supposé. En 2017, une étude plus vaste a révélé que si les migrations de la fin de l'âge du bronze en provenance des steppes eurasiennes ont remodelé les populations dans une grande partie de l'Europe, les populations basques et portugaises ont été remodelées dans une bien moindre mesure, restant génétiquement plus proches de leurs ancêtres néolithiques que presque partout ailleurs sur le continent. Enfin, une étude à haute résolution d'embriologie actuelle. L'analyse de 190 échantillons provenant des parties françaises et espagnoles du Pays basque. Avec le séquençage d'environ 600 000 marqueurs génétiques, l'étude la plus détaillée jamais réalisée sur cette population a confirmé que les Basques se distinguent véritablement et de manière mesurable de toutes les populations voisines, avec une structure génétique fine qui varie significativement d'un village à l'autre. Sur l'ensemble des données recueillies, les chercheurs n'ont identifié que 2 périodes de brassage génétique importants, toutes deux entre le XIe et le XVIe siècle. En dehors de ces 2 périodes, cette population est restée quasiment isolée pendant des millénaires. Ce n'est pas une histoire qui se termine par un mystère résolu, mais par un mystère documenté qui reste encore inexpliqué. Une grotte, scellée par une montagne, il y a 13 000 ans, rouverte par hasard, se trouve au cœur d'un pays dont la langue, la génétique et la culture ont résisté à presque toutes les forces qui ont remodelé le reste du continent. Les légions romaines n'ont pu l'anéantir.
Les gardiens wisigoths et francs n'ont pu la contrôler. Des siècles de domination islamique au sud n'ont pu la convertir. Ce qui a survécu, c'est une population qui est, selon tous les critères génétiques modernes, l'une des plus singulières d'Europe, parlant encore une langue qui a déconcerté tous les empires qui ont tenté de la remplacer.